va essayer d'analyser un petit peu rapidement quels sont les points qui font que on peut avoir un manque de confiance en soi, d'où est l'origine, quelle est l'origine. D'abord, on va essayer de définir ce que c'est. Ensuite, on va analyser l'origine et ensuite, on aura des pistes de progression, de travail sur soi pour développer l'estime de soi et la confiance en soi. Ok, le programme vous va? Ok, merci de répondre. Heureusement que j'ai confiance en moi, sinon j'aurais pris ça pour un vent. Ok, donc, les pistes, les origines. D'abord, qu'est-ce que c'est le manque de confiance en soi? C'est un petit peu un terme générique que tout le monde utilise maintenant et qu'on met à toutes les sauces. Dès que quelqu'un il a quelques petits problèmes dans la vie, il dit oh, j'ai un manque de confiance en moi. Je pense, ou les parents sur les enfants, je crois que son problème, c'est qu'il n'a pas assez confiance en lui. C'est un peu ce qu'on met à toutes les sauces. On va voir, on se fait suivre, comme dirait notre ami Gad, pour ah voilà, j'ai un manque de confiance en soi. Mais qu'est-ce que c'est? Si on ne sait pas vraiment ce que c'est, on peut le mettre à toutes les sauces. On va essayer de définir déjà ce que c'est. Il y a une, je me rappelle très bien, c'est la seule fois malheureusement où je peux vous dire quelle date c'était. Attention, on arrête, on attend que tu termines. Ah, d'accord. Et donc, ok. Et donc, ce que je disais, je n'avais pas été coupé, c'était que il y avait une date. ouais, il y a une date que je me rappelle. D'habitude, je ne me rappelle pas les dates. À ce moment-là, comme c'est une date malheureuse, et que c'est le jour de la mort de Yoav Attab qui a été assassiné à Hyper Cacher. C'est aujourd'hui? Non. Cette date-là dont je vais vous parler, c'était le 9 janvier, tu te rappelles? 9 janvier, tout le monde connaît cette date. 9 janvier 2015. 9 janvier 2015. En fait, pourquoi je me rappelle de la date? C'était un vendredi, si vous vous rappelez bien, avant Shabbat. Parce que ce Shabbat-là, je devais donner un cours dans ma synagogue, comme souvent le Shabbat. Et comme souvent, je prépare mon cours le vendredi. Je ne me présente pas devant des gens sans avoir préparé mon cours. Et donc, en général, le vendredi, je m'assois. Pour un cours d'1 heure, je prépare à peu près pendant 5-6 heures. C'est à peu près ça qu'il faut pour préparer un bon cours. J'estime que les miens sont bons. Et donc, en général, c'est ce que je fais le vendredi après-midi. Malheureusement, comme je savais qu'Yoav était rentré dans l'Hyper Cacher, j'étais collé. Bon, même si ce n'était pas le cas, j'aurais été collé à ma radio. On venait d'apprendre la prise d'otage, on ne savait pas ce qu'il a été. L'entrée de Shabbat, c'était pile au moment où on sait qu'il y a eu une intervention. Ils sont rentrés, on sait qu'il y a eu des morts, on ne sait pas encore qui. Bon, c'était l'horreur. Donc j'étais collé à mon poste de radio et donc j'ai absolument pas préparé mon cours. Donc le lendemain, je savais qu'il y avait eu 4 morts, je ne savais pas encore qui. J'espérais que Yoav était encore en vie. Et donc, je me suis présenté devant les gens, je leur ai dit, voilà, c'était des dames. Je leur ai dit, voilà, je suis désolé, d'habitude je prépare, mais là j'ai pas pu préparer, vous comprenez les circonstances. Et donc, de quoi vous voulez qu'on parle? Et il y en a une qui a dit, l'estime de soi. Ok, allez, pourquoi pas, allons-y. Donc, on a à ce moment-là discuté de l'estime de soi. Donc, j'ai développé certaines idées que je vais essayer de voir avec vous ce soir. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fin du cours, des idées qu'on a développées ensemble, il y a une dame qui a dit attendez, mais moi je vais vous raconter, c'est bien beau monsieur le rabbin, il y en a qui m'appellent comme ça, ce que vous dites, mais moi je vais vous raconter mon histoire et vous allez voir, c'est pas aussi simple dans les faits. Je vous écoute. Alors qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a raconté que dans le cadre de ses études de Torah, de séminaire du matin, non, je ne sais pas quel séminaire, un séminaire du matin pour les dames, et donc elle suit des cours, et dans le cadre de ces études-là, ils lui auront demandé de préparer elle-même un sujet à exposer devant tout le monde, 5-10 minutes, une idée de Torah qu'elles auraient étudiée elles-mêmes pour présenter à tout le monde. Il faut avoir sacrément confiance en soi pour pouvoir parler en public. C'est pas forcément donné à tout le monde, pas tout le monde n'ose, il y en a qui se gênent, etc., pour avoir quelque chose à dire. Elle sait qu'elle a beaucoup de mal à parler en public. Donc, pour travailler là-dessus, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est elle qui nous raconte, de prendre des cours de théâtre. C'est génial pour ça, les cours de théâtre. Donc, elle a suivi des cours de théâtre. À partir du moment où elle était vraiment prête, elle sentit qu'elle était prête à préparer un sujet à fond. Une fois qu'elle a senti qu'elle était prête au sujet, elle a dit, bon, allez, c'est mon tour, je vais prendre la parole en public. Elle a pris la parole en public. Et après, pendant le repas, qu'est-ce qu'elle a entendu? Alors, j'ose vous le dire avec
des sanglots dans la voix parce que c'est terrible ce qui lui est arrivé. Elle a entendu derrière elle, elle ne savait pas qu'elle entendait, les gens qui parlaient sur son cours. Et ils ont dit, t'as vu, elle a pris la parole en public. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, ouais, mais pour elle c'est facile, elle fait du théâtre. Ouais, elle nous raconte ça comme ça. Ça m'a cassé. Alors, toutes les dames autour, elles ont dit, mais ma chérie, il faut pas le prendre. Les dames, quand elles parlent entre elles, disent ma chérie, je sais pas pourquoi. Ma chérie, il faut pas le prendre comme ça, c'est pas grave, tu sais, les gens ils sont bêtes, mais machin. Bon. Je dis, bon, j'ai laissé discuter un petit peu comme ça j'ai gagné du temps, parce que j'avais rien préparé. Et je leur ai dit, bon, allez, venez, on analyse ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais vous vous rendez pas compte? Je dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal, ces dames qui ont parlé sur vous? Ils n'ont rien dit de mal. Ils ont dit que vous aviez un problème, que vous avez dit, confiance en vous, que vous aviez cherché une solution pour le résoudre, vous avez trouvé une solution pour le résoudre, et que vous l'avez résolu. Et vous avez pu prendre la parole en public en le parcours parfait. Qu'est-ce qu'elles ont dit de mal? Ah, c'est vrai que vu sous cet angle, mais elle est tellement intégrée dans son idée qu'elle a un problème de confiance en elle, que tout ce qui va être fait, dit autour d'elle, ça va être expliqué dans sa tête de manière négative. Pas du tout, ils n'ont rien dit de négatif si vous analysez. Ils n'ont absolument rien dit de négatif, c'était que du positif. Mais comment elle a pu le voir en négatif? C'est une des questions, une des choses, on va dire, un des modèles, un des tests. Il y en a qui pensent qu'ils ont des problèmes de confiance en eux, pas du tout. Il y en a qui ne savent pas qu'ils ont des problèmes de confiance en eux. Mais un des tests, c'est, je vais vous dire, un test, on va dire, pas vraiment réalisable, mais que vous pouvez vous imaginer, un mec qui se balade dans la rue et d'un coup il entend un éclat de rire derrière lui. Deux possibilités. Soit il a hyper confiance en lui, il dit ouh, la personne est impressionnée de ma manière tellement majestueuse de me déplacer et l'aura naturelle que je dégage, qu'il en rigole d'émotion et de plaisir. Ça, c'est quelqu'un qui a une grande estime de soi. Ou alors, quelqu'un qui a des problèmes de confiance en lui, il se dit oh, en train de se moquer de moi. Mais le mec qui s'explose de rire, il était juste au téléphone avec quelqu'un en train de. Quelqu'un qui lui racontait une blague. Il ne faisait pas attention à nous. Mais on a l'impression que tout est dirigé vers nous, et en fonction de l'estime qu'on a de soi, on est méfarèche, comment on dit en français, on interprète, merci, ceux qui n'ont pas soufflé, on interprète, ce qui se passe autour de nous, qui n'est peut-être absolument pas destiné envers nous. Mais toutes les informations qui nous arrivent, elles vont être destinées, si j'ai un manque de confiance en moi, là-dessus, on se moque de moi. Le mec, il s'est juste marré à une blague. Ah, c'est contre moi. Ou alors, le mec qui est vraiment hyper... aucun problème là-dessus, il est sûr aussi que c'est orienté vers lui. Mais l'autre gars, il est tellement en train de penser lui aussi qu'est-ce qu'on pense de moi, il n'a pas le temps de s'occuper de penser de nous. Et nous, on est tous impliqués là-dedans à se dire, tout le monde pense à nous tout le temps. En fait, non. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, quels sont les réels problèmes de confiance en soi, quels sont les faux problèmes, etc. Et quelles sont les origines et comment on va pouvoir les travailler dessus. Donc, par exemple, il y a des gens, ça c'est, on va dire, quand on atteint un certain niveau, c'est pas donné à n'importe qui a des problèmes de confiance en lui d'atteindre ce niveau, mais à un certain niveau, il y a des gens, par exemple, qui se gênent de téléphoner, ils ne veulent pas téléphoner, ils ne veulent pas prendre, ne téléphone pas chez le médecin pour prendre rendez-vous. À Doctolib, c'est génial, maintenant il n'y a plus besoin de parler à quelqu'un. Non, mais s'il fallait téléphoner à quelqu'un, Chas Veshalom, allez-nous, et devoir lui adresser la parole, lui dire bonjour, j'aimerais un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il y a des gens qui sont à un tel niveau qu'ils ont peur de parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Alors que la personne, ils ne vont jamais la revoir. Il n'y a aucun risque. Ou commander une pizza, ou appeler le pressing pour savoir si mes affaires sont prêtes. Oh, non, je ne vais pas appeler. Il y a des niveaux élevés de problèmes. Ça, c'est un réel problème de confiance en soi. Je ne parle pas des problèmes de confiance en soi où on arrive à devoir prendre des médicaments, mais il y a un certain niveau de problème de confiance en soi qui nous empêche d'avancer. Ça s'appelle en hébreu des problèmes de tifkoud. On n'arrive pas à agir, on est freiné. Je
peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Je me sens incapable. Ça, c'est les vrais problèmes de confiance en soi. Et ça se travaille grave, à fond. Par exemple, quoi? Comment tu fais? Tifkoud. Comment je l'écris? Comme ça se prononce. C'est comme tout en hébreu. Tav, Yud, P, Kou, Vav, Dalet. Tifkoud. Ok? Alors, on va essayer d'analyser d'abord d'où peuvent provenir ces problèmes de confiance en soi. J'ai écrit dans les notes 4 origines possibles. Ça ne veut pas dire que c'est l'une ou l'autre, ça peut être un mix des 4, un peu de ça, un peu de ça. Ça peut être que une, quelqu'un qui a que ce problème-là, etc. C'est des origines possibles, il y en a sûrement d'autres. J'en ai mis 4 principales d'après moi. D'abord, un qui est très souvent mal compris et on va dire méconnu, c'est les problèmes de discipline. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les enfants qui ne sont pas disciplinés? Si on a grandi en tant qu'enfant dans une maison dans laquelle il n'y avait pas de discipline, il n'y a aucune chance qu'on ait confiance en soi. Aucune. Alors là, je le dis de manière chad mashmaï en hébreu, ça veut dire très tranché. Quelqu'un, un enfant qui grandit dans une maison sans discipline, c'est un enfant qui grandit sans confiance en lui. Sans aucun doute. Après, il peut l'acquérir de par lui-même. Mais en tant qu'éducateur, les parents ont failli à ça, du fait que leur enfant aura sur des problèmes de confiance en lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Un enfant, dans son processus, quand il grandit, il est sûr que Huba Merkaz, c'est-à-dire il est au centre, en tant que bébé, et tout ce qui se passe dans le monde est orienté vers lui. Il ne comprend pas qu'il y a d'autres choses à part lui. C'est-à-dire que s'il est dans son lit, en train de dormir tranquillement, et d'un coup il y a le voisin qui prend la perceuse et il tape sur le mur à côté pour accrocher à un cadre, lui il est sûr que c'est un bruit contre lui. Il se met à pleurer d'ailleurs, il a très peur et c'est très angoissant parce que c'est contre lui. Lui il se voit au centre, il ne sait pas qu'il y a un voisin qui a une vie à lui, qu'il ne sait même pas qu'il est là, il ne comprend pas ça un enfant. Tout est orienté contre lui. Et la chose qui le rassure là-dedans, c'est papa ou maman. C'est ce qui me rassure dans mon processus d'évolution en tant que bébé, un processus dans lequel il y a beaucoup de peurs qui s'accumulent. Je suis tout petit, tout est très grand. Il y a une maison comme ça où on peut imaginer comment on voit les choses quand on est un enfant. Tout est beaucoup plus grand. On imagine, voilà, ils ont créé un truc où on voit le manche de la poêle comme ça. Ça donne hyper envie de tirer la poêle, ça. En fait, tu as un truc bouillant qui tombe. Tout est très 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 angoissant pour un enfant. Et la chose qui le rassure, ce dont il a besoin, c'est des parents forts. Ça veut dire quoi des parents forts? Ça veut dire des parents qui vont le rassurer parce que c'est eux qui décident et pas lui. Ça, c'est pour ça qu'on a besoin de discipline. Pourquoi on a besoin de discipline dans une maison? C'est pas seulement pour que le niveau technique de la maison, elle roule bien. Les parents ils disent moi je m'en fiche, il fait ce qu'il veut. Des parents permissifs, baba cool. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de détruire leur enfant. Parce que l'enfant il a besoin d'un cadre. Il a besoin, pour être rassuré, d'un cadre. Et donc si on décide, oh moi ça va, il peut faire ce qu'il veut, on est en train de détruire l'enfant. Et donc ce qui le rassure, c'est les parents. Maintenant si vous avez par exemple, c'est pas le fait qu'il soit fort physiquement le parent. Par exemple, dans le processus, les enfants, ils ont besoin à certains moments, on fait, je sais pas, vous avez tous sûrement rêvé une fois que quelqu'un, bon c'est pour les garçons, c'est comme ça, que quelqu'un, il veut vous buter, et vous courez, et vous essayez de vous échapper, et d'un coup, vos jambes, elles avancent pas. Et tu comprends pas pourquoi tu n'arrives plus à courir dans le rêve. Et d'un coup, quand c'est trop oppressant, c'est pour ça qu'on rêve, c'est pour évacuer les peurs, on se réveille, et on va dans le lit de papa ou maman, en fonction de qui on a décidé de prendre la tête cette nuit, les deux ensemble, entre les deux, on tape des deux côtés. Et imaginez que cet endroit-là, il n'est pas rassurant. Alors nous, on se réveille, on n'a nulle part où aller. On a juste notre peur et on reste avec notre peur. C'est pas le fait que les parents ils soient vraiment forts. Si quelqu'un, lo allénou, il a un papa qui est en chaise roulante, et que quand il dit non, c'est non, alors l'enfant, il grandit rassuré. S'il a un papa qui est champion du monde de boxe, mais que quand son fils il lui demande quelque chose, il lui dit non, et que le fils il pleure, il dit bon d'accord. Et sur chaque truc c'est comme ça, même si son père il est champion du monde de boxe, et ben, il va grandir pas rassuré.
parce qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui est fort. Donc il n'y a rien de rassurant. Il y a une histoire comme ça sympathique, mon Rav il m'a raconté. Une fois, il était dans sa voiture, il a vu dans le rétro qu'un enfant qui était devant le passage piéton ne traverse pas. C'est normal, il ne traverse pas parce que il n'a pas le droit de traverser, il est trop petit, mais il y a plusieurs groupes d'adultes, en Israël c'est comme ça qu'on fait, on attend un adulte et on traverse avec lui. Les enfants ils font comme ça, ils savent. Et il ne traverse pas. Alors il lui dit, bon je vais aller l'aider. Il vient le voir et lui dit, Hamoutchik, c'est pour dire, c'est un mot doux, pour dire mon mignon en hébreu. Il dit, tu veux que je t'aide à traverser? Le gosse il le regarde comme ça, il fait. Ouais. Non, mon Rav il fait un peu plus de 2 mètres. Ok, donc il est très imposant. Alors il l'amène pour traverser, il dit mais pourquoi tu traverses pas? J'ai vu qu'il y a plusieurs groupes. Il dit non, mais c'est pas à cause de la rue, j'ai peur du chien qui est là-bas. Il y avait un chien au bout de la rue, de l'autre côté de la rue. Je dis mais même quand on a peur des chiens, on n'a pas peur de ce truc-là. C'est pas un chien, c'est un truc tout minus. Il a dit mais même s'il veut te mordre, il s'étouffe avec le bout de ta semelle, il peut rien te faire. Je dis mais alors comment tu fais d'habitude? Tu traverses avec ta mère? Il dit à quoi ça va servir? Je dis, il dit pourquoi c'est héréditaire la peur des chiens? Ta mère elle a peur des chiens? Et le gosse il réfléchit. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Ok, c'est héréditaire. Après il a senti qu'il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. Donc il a creusé un petit peu. Il s'est rendu compte que la mère n'a absolument pas peur des chiens. Mais pourquoi l'enfant il a réfléchi? Il s'est dit ma mère a sûrement peur des chiens. C'était quoi son raisonnement? En fait, c'était un enfant qui aidait chez des gens après une longue période de mariage où ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant, après 15 ans de mariage. Finalement, ils ont eu un enfant. C'est tellement arrivé comme ça qu'ils n'ont pas réussi à lui dire non sur rien. C'est l'enfant qui décide de tout à la maison. Ouais. Que le raisonnement de l'enfant, c'est comme ça. Il se dit, moi j'ai peur du chien, maman a peur de moi, maman a peur du chien. Lui, il voit pas que tout est autorisé pour lui. Ça a l'air cool, bah c'est cool, il peut faire ce qu'il veut. Non, lui, il a besoin qu'on lui dise non, parce qu'il a besoin d'un cadre, il a besoin de quelque chose de rassurant. S'il n'a pas ce cadre rassurant, il a l'impression que sa mère a peur de lui. Comme la mère a peur de lui, lui a peur du chien, bah forcément, relation de châle, pour ceux qui connaissent en maths, la maman a peur du chien. Alors que la maman, elle n'a absolument pas peur du chien, mais elle a peur de lui, vraiment. Et donc, l'enfant grandit dans une situation où il n'y a rien qui est rassuré. S'il n'y a rien qui est rassurant, il va développer un vrai problème de confiance en lui. Maintenant, une fois j'ai dit ça à quelqu'un, elle dit mais c'est n'importe quoi. Chez moi, elle venait me raconter, c'est une copine, elle dit chez moi, il y avait une discipline de fer à la maison. Et on a tous un problème de confiance en soi. Maintenant je la connais, je sais que c'est pas vrai du tout qu'elle a un problème de confiance en soi. Je lui dis mais attends, c'est pas toi qui m'as parlé de ton frère qui était en voyage? Elle me dit ouais, son frère il a fait un voyage avec son passeport israélien dans un pays musulman très 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 hostile à Israël et il s'est retrouvé au Caire pendant un attentat. Et donc les trucs, il y a eu l'attentat, je sais plus, c'était il y a combien, une dizaine d'années au Caire, il était juste à côté, il a dû aller à l'ambassade, tout ça. Un juif avec un passeport israélien au Caire. Tu me dis, lui, il a un problème de confiance en lui. C'est bien de lui qu'on parle. Elle dit, ah ouais, peut-être pas, finalement. Tu vois, les gens, ils n'ont pas en tête exactement c'est quoi le problème de confiance en soi. Le mec, il s'est mis dans une situation, mais aucun rapport. C'est-à-dire, ça, c'est un truc hyper tranché. Il n'y a pas gris, c'est vraiment blanc ou noir. T'as grandi avec la discipline, tu peux avoir de la confiance en toi. Tu as grandi sans discipline, tu n'auras pas de confiance en toi, sauf si tu l'acquiers de toi-même. Mais en temps de ton enfance, tu ne l'auras pas. Quoi. Ok? Ça, c'est la première origine. Pourquoi je vous dis l'origine? Parce qu'après, quand on travaille sur soi et qu'on décide d'avoir de l'autodiscipline, on peut réacquérir cette confiance en soi. Le deuxième point, et non des moindres, c'est l'enfance de reproches qu'on a eu. Il y a un cours que j'ai donné il y a quelques semaines ici sur les reproches, donc je ne vais pas le refaire, je vais juste donner la cotérette, c'est-à-dire juste le slogan qu'il y avait dans ce cours. Les gens, ils pensent, à tort, que quand on montre aux gens ce qu'ils font de pas bien, ça leur donne envie de s'arranger, de le faire mieux. Par exemple, je vais dire à quelqu'un, mais dis-moi, ça va pas de te mettre en colère comme ça, t'es hyper coléreux. Pour ceux qui ne savent pas, on dit coléreux et colérique, les deux sont acceptés. Je sais pas pourquoi on n'a pas décidé, toujours pas. Les Français, ils ne savent pas décider.
En tout cas, ça va pas te mettre en colère comme ça, mais quoi, t'es un Marocain ou quoi? Non, bref, il l'insulte. T'es colérique, machin. On se dit quoi? Le mec, il va se dire, ah ouais, ça se fait pas. Non, je vais me travailler. Allez, je vais plus être. Ça, c'est dans les rêves. Ça se passe pas comme ça. Quand tu dis à un mec colérique, il dit, moi, je suis colérique. Toi, mon truc, ok? Et ça, c'est dans les reproches avec un copain. Maintenant, avec les enfants, c'est pareil. Je dis aux enfants, mais ça va pas, espèce de petit menteur. Pourquoi tu m'as dit que le prof, il t'avait permis alors que t'avais pas permis de sortir? Qu'est-ce que je fais quand je fais ça à un enfant? Je crée chez lui l'envie de mentir. On a l'impression, à tort, que quand on fait un reproche et qu'on montre à quelqu'un ce qu'il fait de pas bien, ça lui donne envie de s'arranger. C'est exactement l'inverse. Quand on montre à quelqu'un ce qu'il fait de pas bien, ça crée l'estime de lui-même fonction de ce qu'on définit, en fonction de l'image qu'on va lui créer de lui-même, qui va au contraire l'amener à agir de cette manière-là. S'il se crée l'image de lui-même qui est celle d'un menteur, à partir du moment où il se voit comme un menteur, il n'y a rien qui va le freiner de mentir. Et c'est vrai pour voleur, c'est vrai pour menteur, c'est vrai pour colérique, c'est vrai pour tout. Si on l'enferme dans une case avec des reproches sur ce qu'on va dire qu'il est, et pas ce qu'il a fait, ce qu'il est, et ben il va se voir comme ça et rien ne va l'empêcher d'agir comme ça. Et donc, si on veut, je vais encore une fois, en très rapide parce que c'est pas le sujet, si on veut au contraire créer une image de lui qui va être une image positive, si j'ai envie qu'il ne mente pas, à chaque fois qu'il dit la vérité, je vais lui dire « Waouh, t'as dit la vérité, bravo !» Parce qu'un enfant, il a envie de kiffer, comme tout le monde, comme un adulte. Donc si je lui dis « Waouh, t'as dit la vérité, c'est génial !» Il va kiffer, il va avoir envie de kiffer plus, donc il va avoir envie de dire la vérité encore plus. Pour pouvoir kiffer encore, qu'on lui dise « C'est bien, bravo de dire la vérité !» Etc., etc. C'est vrai dans tout. Si je vois qu'un enfant, il a des proportions à aller voler, à chaque fois qu'il va être honnête, je vais dire « Ah, quel kiff, t'es hyper honnête !» Ah, du coup, il va kiffer ça. Et il va se dire, ah bah ça vaut le coup d'être honnête, etc. C'est vrai dans tout le sens, dans tous les sens, quoi. Les fois où il vole, je fais quoi? Les fois où il vole, je dis, ça va pas. Toi qui es honnête, tu te permets de voler? Ça va pas la tête. Toi, t'es pas un voleur. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible, je permets pas que tu voles. C'est-à-dire que tu parles sur l'action et pas sur ce qu'il est. Toi, t'es pas un... C'est au contraire, c'est à ce moment-là de bien te préciser, t'es pas un voleur, toi. Ça va pas te voler. Et il voit ça d'une autre manière. Il dit, ah ouais, je suis quelqu'un d'honnête qui a volé. Il faut pas le faire. Mais il ne s'enferme pas dans l'image de moi je suis un voleur, de toute façon je suis un voleur. Moi je suis un menteur, de toute façon je suis un menteur, etc. Et beaucoup de problèmes de l'image qu'on a de soi-même, de la confiance en soi, elle provient de ces reproches-là incessants qu'on a dû subir dans notre enfance, de notre famille, des fois nos parents, nos profs, j'en parle même pas. Etc., etc. Des fois c'est nos frères et sœurs, des fois c'est nos copains. J'ai un copain, moi, malheureusement, il était un petit peu enveloppé, c'est comme ça qu'on dit dans Astérix, et tous les copains ils se moquaient de lui parce qu'il n'était pas très bon au foot. Ouais, il a une enfance pas évidente, hein, je le plains, mais ce qui était très visible, je l'ai raconté quand j'ai parlé sur les reproches, je crois, cette histoire. Ce qui était hallucinant, c'est que quand on lui disait mais t'es nul, quand il jouait au foot avec nous, eh ben il devenait nul. Quand il disait c'est pas grave, le prochain coup tu l'as, il était bien meilleur. Parce qu'il kiffait qu'on lui dise, qu'on l'encourage, et du coup il avait envie de plus et il faisait plus d'efforts pour. Alors que quand on le déprimait, on l'enfermait dans t'es pas bon, il disait bon, de toute façon je suis pas bon, à quoi bon faire des efforts? Vous voyez le truc. Et donc beaucoup de problèmes de confiance en soi qu'on a, il provient, alors une partie provient, si on n'a pas eu de discipline, deuxième partie provient du fait qu'on a été bombardé quand on était petit de reproches par des gens qui pensaient que c'est ça qui allait nous donner envie de nous développer, de nous encourager, et malheureusement c'était pas le cas. Le troisième point, salut. Le troisième point, ouais. Le troisième point, c'est la gestion qu'on va faire d'un échec. C'est-à-dire que lorsqu'on va s'efforcer de faire quelque chose, il peut arriver, chez le commun des mortels, vous autres humains, moi ça m'arrive jamais, mais vous, ça peut vous arriver de vous planter, n'est-ce pas? Non, je dis ça parce que moi, je suis parfait. C'est pas moi qui le dis, c'est ma mère. C'est forcément vrai. Mais les autres, à part moi, il suffit de demander à ma mère, tous les autres peuvent se tromper.
comment vous gérez l'échec. C'est-à-dire que vous avez essayé quelque chose. Ouais, allez, je vais vous faire cadeau. On a essayé quelque chose et on s'est planté. Comment on va gérer cet échec-là? Est-ce qu'on va le transformer en force pour aller de l'avant? Ou est-ce qu'on va se transformer en bourrage de crâne qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, qu'on est des ratés? Si on a une mère marocaine comme moi qui pense qu'on est parfait, beau, intelligent, fort, etc., le problème ne se pose pas. Mais pour les gens normaux, pour les gens normaux, très souvent, si on a grandi surtout avec des reproches, on se fait du bourrage de crâne que arrête de te faire des efforts, qu'est-ce que tu fais des efforts, tu te plantes. Oh. Vous connaissez Thomas Edison? Ouais. Il a tout piqué à Tesla. Quoi? Il a tout volé à Tesla. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il a volé un peu à Tesla, il n'a pas tout volé à Tesla. Vous connaissez Thomas Edison ou pas? C'est lui qui a inventé l'ampoule. Le filament. Quoi? Ouais, il a essayé des centaines de fois avant. Et il a un proverbe comme ça. Comment on dit pas un proverbe, un dicton, ce que vous voulez qu'il dit souvent. Thomas Edison, il dit, admettons, 1000 fois il a raté l'ampoule. Il a dit, j'ai pas échoué 1000 fois, j'ai appris 1000 fois comment ne pas faire une ampoule. Chaque fois que je me suis planté, je dis, déjà, j'ai appris que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Génial. Il paraît, maintenant je sais pas si c'est vrai ou c'est une légende, que la mère de Thomas Edison, une fois Thomas Edison, il a été viré de l'école. Ouais, bon, c'est un génie, hein, c'est lui qui a appris, qui nous a, au début du XXe siècle, beaucoup de choses sur l'électricité. Il a, d'après Hugo, il a tout volé à Tesla. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ils ont bossé ensemble. Et donc il est revenu une fois à la maison avec une lettre pour sa maman cachetée. Donc la maman, elle l'ouvre et elle lui dit, ils disent à l'école que tu es trop génial pour continuer à suivre les cours de l'école et qu'ils ne sont pas au niveau de t'enseigner tout ce que tu peux apprendre et donc ils préfèrent que tu restes à la maison, apprendre à la maison. Voilà, donc à partir de maintenant tu restes à la maison et c'est moi qui vais te faire les cours, on va faire venir des profs pour toi à ton niveau puisque là-bas à l'école ils n'ont pas les profs adéquats pour ton niveau. Ok, il a appris ça. Il est devenu le génie qu'on sait. Thomas Edison, tapez sur Google, c'est un génie. Et un jour, à la mort de sa maman, il trie les papiers, il tombe sur la lettre. Il ouvre la lettre, et qu'est-ce qu'il voit? Votre fils est un raté, on ne peut plus le faire rentrer en classe, il n'y a rien à faire avec lui, il n'apprendra jamais rien. Je vous résume. Mais la maman, elle n'a pas lu comme ça. Et elle en a fait un génie. Parce qu'elle l'a expliqué, pas de la manière dont les profs, on va dire de manière habituelle, pas éducateur, mais juste prof, il le présente. Et du coup, le troisième point, c'est cette gestion-là de l'échec. Est-ce que quand je me plante, je dis, bon, j'ai appris encore un nouveau truc, génial. Ou alors quand je me plante, je me déprime à moi-même, je me dis, purée, je suis un bon à rien. Souvent, hein, on s'auto... congratule. La Shan Saginaor, ça veut dire... La Shan Saginaor en hébreu, ça veut dire... on dit l'inverse pour pas être trop violent dans les paroles. Par exemple, un aveugle, dans la Torah, on appelle ça celui qui a beaucoup de... Celui qui a beaucoup de lumière. Saginaor. Okay. Bref, petit aparté de langage en hébreu. Donc on se fait des fois des remontrances comme ça à soi-même, bien salées dans les échecs. En fait, ça a bon dos, c'est pour pouvoir se dire, bon, alors, à quoi bon? À quoi bon continuer à s'efforcer? Ensuite, quatrième point, c'est, donc je reprends, on a dit l'origine de la discipline, on a dit les reproches, on a dit gestion de l'échec, et le quatrième point, c'est le regard des autres. Ça aussi, j'en avais fait tout un cours, mais on va le survoler. Le regard des autres,
peut freiner énormément à la confiance en soi. C'est-à-dire que je vais me définir pas par rapport à mes envies, et même pas par rapport aux envies de la société vis-à-vis de moi, mais par rapport à ce que je pense que la société attend de moi. La société, les parents, les amis, les frères, les sœurs, etc. Et je me définis par rapport à ça. Et en me définissant par rapport à ça, très rapidement on arrive à des frustrations et des problèmes de confiance en soi. C'est-à-dire que je parle d'un sujet que je ne maîtrise pas bien sur ça, je suis désolé, parce que j'ai reçu une éducation strasbourgeoise, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Strasbourg, on a une proportion à la remise en question qui est assez faible, et de soi-même, des autres très facilement, on est très très critique, et on a une qualité qui est qu'on n'en a rien à cirer du regard des autres. C'est-à-dire, moi je me rappelle encore du moussard que ma mère me faisait, mais on s'en fiche ce que les autres y pensent tout le temps. C'était incessant. Donc je parle d'un sujet que je ne connais pas vraiment, mais je sais, mon entourage, les gens avec qui j'ai discuté, il y a beaucoup de gens pour qui c'est très important comment ils paraissent, qu'est-ce qu'on va penser d'eux, qu'est-ce qu'on va dire d'eux, etc., etc. Par exemple, je prends un exemple, je pense que je n'ai jamais raconté ici, je l'ai réentendu, vous connaissez Rav Dre, le mari de Mahacha, ma soeur, mon beau-frère, Rav Dre, c'est lui qui m'a re-raconté, parce que moi j'avais complètement oublié, mais c'était quelque chose d'anodin pour moi, je vais vous dire pourquoi. Il m'a raconté qu'un jour, quand j'étais jeune homme, il y a longtemps maintenant, à peu près 17 ans, voilà, quand j'étais jeune homme, et j'allais chez elle, chez ma soeur, donc chez lui, pour Shabbat. Il habitait à Bnei Brak. Et une fois, je suis allé chez lui Shabbat, c'était juste avant son déménagement, donc on ne comptait pas retourner de nouveau dans ce quartier. Et je suis de nature un petit peu sensible, et quand il fait très très chaud, Bnei Brak, c'est à côté de Tel Aviv, il fait très chaud, ça peut m'arriver de saigner du nez. D'un coup, l'écart de Jéru, il fait bon, on arrive à Bnei Brak, il fait chaud, je saigne du nez. Bon, alors, chez un garçon, c'est tout de suite dramatique, et donc, pour freiner l'hémorragie, j'ai l'habitude de prendre un mouchoir en coton et je le rentre dans le nez comme ça. Pas très esthétique, mais ça freine l'hémorragie. Je tiens un peu la tête comme ça fait un petit bout blanc et rouge. C'est très design, il manquerait que le bleu pour faire le drapeau. Et comme ça qui sort du nez. Bon, ça m'est arrivé là-bas, Shabbat. Et fin de Shabbat, c'était juste avant la fin de Shabbat, mon beau-frère, André, il me dit bon, il faut qu'on aille à la Sina, c'est vite. Je dis ah ouais d'accord, viens on y va. Il me dit tu vas pas sortir comme ça. Je dis quoi? Je dis ah ouais t'as raison, oh, merci tu m'as fait. J'ai failli sortir comme ça, c'est pas symétrique. J'ai pris un autre, je l'ai mis de l'autre côté, comme ça. Je dis allez on y va. En fait ce que j'ai fait, lui il se rappelle pas, c'est que j'en ai mis aussi deux dans les oreilles. Ça on fait bien, c'est joli, c'est symétrique. Personnellement, c'est pas quelque chose de difficile. Je sais que pour les gens, d'imaginer de sortir comme ça et de passer pour un fou, un brel, un débile, c'est difficile. Personnellement, c'est pas un effort que j'ai dû faire. Ça me faisait marrer au contraire. Et je sors, il m'a dit, mais moi je marche pas avec toi. Je t'ai pas demandé de marcher avec moi, je vais à la Sina, qu'est-ce qu'il y a? Et lui, il me raconte, j'avais complètement oublié, il m'a raconté que je marchais, lui il reste derrière, il me regarde et il paraît que les gens ils me regardaient comme ça. Et moi, je faisais comme ça avec eux. Je les regardais, genre, c'est eux les bizarres, c'est pas moi. Genre, ils ont un truc, je sais pas, un poireau, un truc sur le nez, je les regardais comme ça. Maintenant, quand on y pense, c'est absolument pas dérangeant. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Ils ont pensé que j'étais débile, ok, fou. Mais est-ce qu'ils ont pensé que Raphaël Gottfarstein, c'est mon nom pour ceux qui ne savent pas, il était fou? Pas du tout. Quand ils sont arrivés chez eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez, Raphaël Gottfarstein il est fou, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit on a vu un fou. Imaginons que quelqu'un d'autre a fait ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer chez eux, ils vont dire pareil, on a vu un fou. Qu'est-ce que ça me change à moi, que ce soit moi ou pas? Si on y réfléchit bien, ça me change quoi? Dans tous les cas, ils vont dire on a vu un fou. Ils ne savent pas que c'est moi. Ils vont jamais me revoir. Ils savent pas qui je suis. Ils savent pas qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes difficultés dans la vie, sur quoi je fais des efforts, sur quoi c'est facile. Ils me connaissent pas.
qu'est-ce que ça peut me faire que quand ils vont rentrer chez eux ou qu'ils pensent sur moi que je suis fou? À quel moment on est devenu tellement fou que c'est important pour nous ça? J'arrive pas à comprendre. Alors moi, personnellement, avec mon éducation, j'arrive pas à comprendre, mais je sais que c'est un challenge pour beaucoup de gens. De se dire, en fait, alors, la première étape, c'est pour les gens, je dis pas que c'est quelque chose de facile, c'est pour les gens qu'on connaît pas, qu'on connaîtra jamais. Ça veut dire, la première étape quand on veut faire un travail sur soi, d'en avoir rien à faire du regard des autres, c'est de travailler sur ceux où en fait il n'y a aucun problème, puisqu'ils ne savent pas qui on est. Ils savent pas, ils vont jamais savoir. Par exemple, je sais pas, un mec qui téléphone, une femme ou un mec qui téléphone pour me vendre des fenêtres. Ça m'arrive à peu près 2 fois par jour. Soit des fenêtres, soit un nouveau forfait, soit de l'isolation à 1 euro, soit, enfin bref, de la mutuelle, on m'appelle assez souvent pour me vendre un truc. Quand j'ai pas les nerfs, je dis au revoir, bonne journée. Quand j'ai les nerfs, je m'amuse un petit peu. Bon, ils ont cherché ceux qui me téléphonent. Il y en a un avec qui je suis resté à peu près 10 minutes au téléphone. Ah, il pense que je suis fou. Mais moi, je me suis bien marré. Il m'a appelé, il m'a dit bonjour, je vous appelle je suis service après-vente de Bouygues Télécom. Je dis, ah, vous avez dû vous tromper de numéro, moi je suis chez Free. Il dit, ah, justement, c'est pour ça que je vous appelle. Je dis, vous n'êtes pas le service, vous n'êtes pas le service clientèle. Il m'a dit, service clientèle de Bouygues Télécom. Je dis, vous ne pouvez pas être le service clientèle et appeler un client de Free. Vous êtes soit le service clientèle de Free, soit le service non clientèle de Bouygues Télécom. Et le mec, il a discuté avec moi 5 minutes pour m'expliquer pourquoi ça s'appelle le service client, parce qu'ils veulent que je devienne les clients de Bouygues Télécom. Une fois que ça a été établi, sur 5-10 minutes, je me marrais, il y avait tout le bureau à côté qui regardait, d'ailleurs j'ai filmé en même temps, c'était rigolo. Au bout de 10 minutes qu'il m'a expliqué ça, alors je lui ai dit, bon alors, c'est quoi le deal? Il m'a dit, combien vous payez votre forfait? Alors, je me rappelle encore, ça m'avait fait marrer. Il m'a dit, combien vous payez votre forfait? Et je lui dis, je paye 5 euros. Il fait, Free, ils ont des forfaits à 5 euros. Je fais, non, c'est un peu compliqué, je vais vous expliquer. En fait, c'est un forfait à 15 euros, mais ma maman, elle paye 10 euros sur les 15. Et le mec commence à discuter avec moi. Je lui dis, donc, si vous êtes concurrentiel sur les 5 euros que je paye, parce que ma mère, je peux pas lui demander de payer à Bouygues, comme elle paye à Free. Tu vois, on a discuté comme ça pendant 10 minutes avec le service clientèle de Bouygues Télécom. Le mec, c'est sûr qu'il m'a pris pour un fou. Il est rentré chez lui, il a dit, je suis tombé sur un mec complètement... Le mec, il sait pas qui je suis. À la limite, il connaît mon numéro de téléphone. Allez, mon nom, peut-être. Il sait que je gère la relève. Il sait que des fois, je rentre chez moi le soir hyper tard. Il sait que j'ai 6 enfants et que ma grande fille, elle a 16 ans et que ma petite, elle nous empêche de dormir. Il sait rien de moi. Il sait pas. Il sait pas que je suis fou. Il pense pas que je suis fou. Il pense qu'il y a un fou sur qui il est tombé. Ok, qu'est-ce que ça me change? Absolument rien. Donc le travail d'abord à faire, il est déjà vis-à-vis des gens. Après, évidemment, il va falloir monter de chemin. Ça veut dire que si on veut faire un travail sur soi, s'en fiche du regard des autres. D'abord, on commence par ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne vont jamais nous connaître. Après, ceux qui nous connaissent un petit peu, mais on s'en fiche un peu de ce qu'ils pensent de nous parce qu'ils ne sont pas importants à nos yeux, jusqu'à les gens qui sont importants à nos yeux. C'est beaucoup plus dur avec sa femme, avec son mari, avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Ce travail-là, il est beaucoup plus dur parce que là, ils nous connaissent vraiment. Donc, je dis juste que la première étape, elle est de, au moins, avec les gens qu'on va jamais revoir, au moins déjà faire ce travail-là, de se dire, allez, ils pensent de moi ça. Allez, alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est rien passé. Donc les origines, je reprends. Les origines de la... Les origines du manque de confiance en soi, ça peut être l'éducation, quand on n'a pas grandi avec de la discipline. Ça peut être les reproches incessants qu'on a reçus de nos professeurs. Ça peut être aussi tout en réuni, hein, la mauvaise gestion des échecs et
l'importance accrue qu'on met au regard des gens. Ok? Je regarde juste mes notes, si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais. C'est juste un point qu'il va falloir rajouter, j'essaierai de rajouter à la fin. Ok, reprenons alors maintenant un peu tous ces points et voir comment nous on peut travailler. T'as une question? Ouais, c'est juste. Enfin, oui, tu disais que c'était plus facile de se moquer de la vie d'un mec qu'on croise dans la rue qu'on verra jamais que ceux qu'on aime, mais justement, enfin, avec ceux qu'on aime et ceux qui nous sont proches, c'est plus simple, entre guillemets, d'avoir confiance en soi, parce qu'on sait que t'es des personnes bienveillantes. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est plus important pour nous ce qu'ils pensent de nous. Oui, mais ils ne vont pas penser de nous en négatif. Enfin, Pas forcément. Des fois oui, des fois non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile, ce que toi tu dis, d'être soi-même. Oui. Mais ce soi-même-là, comment tu le définis, il est plus difficile à assumer vis-à-vis des gens qui sont proches de nous, ce qu'ils pensent de nous, c'est important pour nous, que vis-à-vis des gens que... Par exemple, je prends un exemple simple. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile d'assumer de mettre la kippa chez eux, dans leur maison, que dehors. Je crois que c'est ça que toi tu veux dire. C'est-à-dire que vis-à-vis des autres, ce qu'ils vont penser de nous, mais ça c'est parce que la kippa à la maison, tes parents ils ont rien contre, ou je sais pas qui, tes proches. Donc c'est pas que tu t'en fiches du regard que eux ils vont porter sur toi, c'est que ce regard est bienveillant, donc ça c'est pas dérangeant. Mais pour quelque chose, on va dire que eux ils vont pas apprécier, ça veut dire par exemple quelqu'un il a envie de devenir comédien, ok? Il va beaucoup plus facilement l'assumer vis-à-vis de quelqu'un dans la rue qu'il connaît pas, je suis comédien, que vis-à-vis de sa famille, tu dis non mais c'est pas un métier pour un juif, tu comprends, avec le Shabbat, et en plus il faut une parnassa, il faut que tu sois dentiste ou avocat, sinon... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, même si c'est bienveillant, mais j'ai beaucoup plus de mal à assumer ça vis-à-vis de quelqu'un qui est très proche que vis-à-vis de quelqu'un, on s'en fiche ce qu'il pense. Lui, il pense que c'est pas bien un comédien, ok, bah tant pis pour lui, quoi. Très bien. Il y a des questions jusque-là, on peut avancer. Ouais. La gestion des échecs, c'est pas lié au premier point? Tout est lié, toujours. Toujours, tout est lié. Je veux dire même plus que ça. Il y a d'autres questions? Non. Alors, on reprend. Les reproches, comment on peut travailler sur soi pour ne... je pense qu'on va les reprendre même les 4 en même temps. Il faut réussir à se faire un bourrage de crâne et un changement radical de notre vision de la vie pour pouvoir travailler sur ces 4 points-là. On a une vision de la vie qui provient de notre gestion des échecs, des reproches, de l'éducation qu'on a eue, etc. Où la société, elle met en avant, c'est aussi lié au regard des autres, la société met en avant quoi? Les résultats qu'on a. Qu'est-ce qui nous représente? C'est qu'est-ce qu'on a fait dans la vie, combien on gagne d'argent, la taille de notre voiture, la couleur de notre semelle. Pour certaines personnes, est-ce qu'elle est rouge ou pas? Ça change tout. Du vrai rouge, du faux rouge, attention. Tout ça, ce que la société va mettre en avant, c'est ça. Et très peu, la réelle force d'un individu, c'est-à-dire combien il s'efforce. Ce qu'on voit, c'est les résultats, et pas l'effort pour amener au résultat. Si vous allez voir votre patron, pour ceux qui ont un patron, et vous lui dites, monsieur le patron, j'ai fait des efforts ce mois-ci pour les 5 contrats très importants avec les Chinois que vous m'avez demandé de signer, un truc de malade. J'ai dormi toutes les nuits à 3h du matin. J'étais debout à 6h pour dialoguer avec eux, pour faire un machin et tout. J'ai dit, ah bah super, bravo. Et alors vous avez signé combien de contrats? Ah, 0. Donc la boîte, elle a perdu beaucoup d'argent ce mois-ci. Ah ouais, grave. Et ben, je venais vous voir pour vous demander une augmentation, en fait, parce que grave bossé sur ces dossiers. Alors qu'est-ce qu'il va dire le patron? Il va dire, c'est bien que tu viennes me voir, parce que justement, il fallait justement que je t'annonce que pour le mois prochain, il faut que bon. C'est ça qu'il va faire. Parallèlement à ça, il y a un autre employé qui arrive, il dit, purée, la semaine cool. Je suis levé à midi, je suis venu au boulot, allez, on a pris le repas, à 2h, j'étais dehors. Pas être en retard 2 fois dans la journée, quand même. Ok. Et les contrats, les 3, les 5, signés. Nickel.
On a gagné plein de fric. Ouais, des tonnes. Et d'ailleurs, pour mon augmentation, pas de problème, avec plaisir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans la société? On voit les résultats. Le patron, il s'en fiche des efforts qu'on a fournis. Et si nous, on apprend à se contenter des efforts, parce que la réelle force d'un individu, elle est là. Elle n'est pas dans savoir à combien de résultats on va avoir, parce que les résultats, ils ne sont pas entre nos mains. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. C'est pas nous, ça, c'est Dieu qui gère. Nous, qu'est-ce qu'on gère? On gère nos efforts. Akol bidei shamaim chutz mi'irat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Les efforts que je fournis pour servir Dieu, ou mon patron, ou qui que ce soit, les efforts que je fournis, ça, c'est ça qui est entre mes mains. C'est tout. Pas plus que ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un enfant qui est, Baruch Hashem, très, 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 très doué. Dans les études, toutes les matières, il est très doué. Là, il a sauté une classe. À l'école, il me propose de lui refaire sauter une classe. Il a passé le brevet. Je n'ai pas de doute qu'il aura une mention très bien. Et j'ai pas de doute aussi, alors qu'il a rien bossé. Ça veut dire, des fois, il est sur le canapé, il est comme ça. Il s'assoit sur le canapé comme ça. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Je révise mes maths. Il se moque même pas de nous, il révise ses maths. Non, il a des capacités de concentration, de mémoire et intellectuelle qui proviennent de leur papa. Quoi? Et donc, c'est pour faire genre, parce que je suis en plus très humble. Et donc, je pense que c'est pas bien du tout. C'est-à-dire que quand il revient et il me dit, papa, j'ai eu 20, je dis, mais combien t'as travaillé? Il me dit, j'ai même pas eu besoin de travailler. Je dis, mais c'est pas bien. Parce qu'un jour, ça va s'arrêter, et c'est très simple pour lui, la troisième. Un jour, ça va s'arrêter, et si t'apprends pas à travailler, si t'apprends pas à fournir des efforts, à un moment, tu vas te casser la figure. C'est forcé. C'est forcé. Parallèlement à ça, j'ai une fille qui a beaucoup plus de mal. La petite sœur de Nathan a beaucoup plus de mal. Et des fois, elle me dit, purée, papa, j'ai hyper révisé le contrôle, j'ai eu 10 sur 20. Je dis, c'est génial. Là, j'encourage à fond. C'est génial, t'as travaillé, on s'en fiche. L'idée, elle est d'apprendre à travailler. L'idée, elle est d'apprendre à fournir les efforts. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui construit. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques, des gens qui sont à des postes très 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 élevés, ouais, c'est pas des gens qui avaient les meilleures notes au primaire et au lycée. C'est ceux qui avaient le plus bossé. C'est ceux qui ont fourni le plus d'efforts, ceux qui ont appris à bosser, à s'adapter, etc. C'est pas ceux qui ont les meilleurs résultats. Donc il faut qu'on apprenne à voir à travers le prisme des efforts et pas à travers le prisme de la société, c'est-à-dire des résultats. Voyons les efforts. Et ça, il n'y a personne qui a un efforomètre. Il n'y a personne qui pourra dire lui, il est mieux que lui. Combien tu sais combien il a fait d'efforts lui? T'as l'efforomètre? T'as pas d'efforomètre. Donc tu peux pas savoir. Ah mais il n'a pas l'air d'avoir bossé lui. Tu sais pas. Peut-être que pour lui ce qu'il a fait c'était hyper dur. Ah bah alors super. Toi, tu sais combien tu as fait d'efforts. Donc toi, tu dois voir combien tu as fait d'efforts et tu dois te convaincre que ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Tu es un peu mieux qu'hier. La gestion de l'échec, c'est pareil. Vous connaissez cette phrase magnifique des parents qui nous a détruits, nous tous, toute une génération. Vous connaissez cette phrase qui dit, en français dans le texte, « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» Je t'avais pas prévenu. En gros, ça veut dire quoi? C'est la phrase qui est anti-pédagogique au possible. Je t'ai dit de pas faire ça. Ok, le gosse il a décidé de faire selon son avis à lui, il l'a fait quand même. Il s'est planté. Le message que le parent il a envie de transmettre, c'est de dire, il faut que tu fasses plus confiance à ton papa, il a plus d'expérience. Je comprends qu'il a envie de transmettre ça à le papa. Ce qui est vrai dans beaucoup de cas. Et quand on dit à un enfant, ou même à un jeune adulte, un enfant il a 20 ans, 30 ans, on lui dit « Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je t'avais pas prévenu. » En gros, on lui dit « Allez, dégage. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Je voulais juste te prouver que j'ai raison. Je suis pas là pour t'aider à te construire. Je suis là pour te prouver... » Ah, c'est pas une blague, c'est ma maman qui m'appelle. Elle doit être en train de me voir sur Facebook, elle se dit non. Bref, j'étais ma mère, ça se fait pas.
Et donc, là, on n'est pas en train d'essayer de le construire, au contraire, on est en train de le détruire. Cette phrase-là, elle est destructrice au possible. Donc la gestion de l'échec, c'est se dire, bon, ok, je me suis planté, mais combien j'ai fourni d'efforts? Ah, j'ai fourni l'effort pour y arriver. Ah, si j'ai pas fourni l'effort, alors d'accord, je peux m'apitoyer sur mon sort. La prochaine fois, je vais fournir l'effort. Mais si j'ai fourni l'effort, ah, il n'y a pas d'échec. Ah, il n'y a pas eu le résultat que la société attendait ou que moi j'attendais. D'accord. Mais regarde l'effort. L'effort, il est là. Donc forcément, tu es devenu quelqu'un d'un peu meilleur. Et pour en avoir rien à faire, c'est le dernier point, je regarde les autres. Comment on peut travailler là-dessus? Là-dessus, c'est un travail global. Il faut arrêter, et je vais conclure là-dessus, il faut arrêter, je vous en supplie, arrêtez. Pas Bechol Lachon Shel Bakasha, on dit en hébreu. Je vous en supplie, arrêtez de vous comparer les uns aux autres. Arrêtez, ça n'a pas de sens. Les gens, ils se disent, on se compare aux autres. Et c'est ça qui crée aussi beaucoup de problèmes de confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se dit, quelqu'un qui a énormément confiance en soi, il voit celui qui a l'air d'être moins que lui. Encore une fois, avec un prisme de résultat et pas d'effort. Bon, ça va. Il ne voit pas tous ceux qui sont au-dessus de lui dans le prisme des résultats. Il voit ceux qui sont en dessous. Donc très bien, il se conforte dans le truc. Donc ça ne le pousse pas à avancer. Et celui qui a un gros problème de confiance en lui, il regarde dans le prisme des résultats, celui qui est beaucoup plus que lui. Oh, de toute façon, qu'est-ce que regarde? On était dans la même classe et lui, il est déjà ça. Et lui non plus, ça ne le pousse pas à avancer. Ça le déprime et ça le conforte dans la médiocrité qu'il pense avoir. Le seul moyen de se motiver, c'est pas de se comparer à moins que nous ou à plus que nous, surtout que plus et moins, c'est fonction des résultats et pas fonction des efforts, donc c'est de toutes les façons ridicule. Seul moyen, c'est de se comparer à qui? À nous? À soi-même. On se compare à nous dans le temps. Il faut que je sois meilleur qu'avant-hier. Et il faut que je sois moins bon que demain. Si je suis mieux qu'avant-hier, j'ai déjà réussi. Si je suis moins bien qu'après-demain, j'ai déjà réussi. Ah, mais l'autre, il a fait plus. Mais on s'en fiche, c'est l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Il a d'autres capacités, il a d'autres difficultés, il a d'autres efforts. On s'en fiche. Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas mis au monde pour que je devienne lui. Il m'a mis au monde pour que je développe moi-même mon potentiel à 100%. Je n'ai pas le même potentiel que lui. On s'en fiche de ça, l'autre, combien il a fait, est-ce qu'il a fait plus, moins. Ça, c'est avec une vision complètement tronquée de la réalité, où on pense que les gens naissent libres et égaux. C'est pas vrai, on n'est pas du tout égaux. On est égaux en droit, oui, mais on n'est pas égaux. Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, il y en a un qui est plus beau que l'autre, il y en a un qui est plus riche que l'autre, il y en a qui est... On est tous différents. Et c'est ça qui nous donne notre particularité. Et c'est cette particularité qu'il faut développer. C'est ce potentiel-là, qu'on a tous un potentiel que personne ne pourra atteindre, que vous. Meilleur, il ne pourra pas devenir M. Azron. Il ne pourra pas devenir meilleur. C'est pas possible. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas tes capacités. Et toi, tu ne pourras pas devenir lui parce que tu n'as pas. Ton but, il n'est pas de devenir lui, et lui, il n'est pas... Chacun, il doit devenir soi-même. Tu l'as appelé monsieur. C'est parce que j'ai oublié son prénom. Ah, c'est parce qu'il a la kippa. On a la kippa relève, on est déjà un monsieur. Quoi? Toi aussi, mais toi, on la voit pas. Bref. Et le dernier point, et je vais vous laisser là-dessus, le dernier point, une fois qu'on a réussi à ne pas se comparer aux autres et se comparer que à soi-même, il y avait encore un dernier point que je voulais aborder avec vous. Est-ce que il faudrait que je téléphone à mon fils pour voir s'il peut me rappeler, mais je ne me rappelle plus, c'était quoi le dernier point? Ah oui. Le dernier point, c'est de bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de confiance en eux et qui se justifient derrière l'erreur monumentale de penser que quand quelqu'un il a confiance en lui, il est arrogant. L'arrogance et la confiance en soi, c'est très différent. On peut être convaincu d'être capable de faire des choses sans une once d'arrogance. L'arrogance, c'est quoi? L'arrogance, c'est encore une fois quand on se compare aux autres. Et la confiance en soi, c'est quand on se compare à soi-même et qu'on est convaincu d'être meilleur que hier. C'est pas arrogant. Quand arrogant, c'est quand je pense que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Ça, c'est arrogant. Tu peux pas être meilleur parce que
T'as pas d'effort au maître. Ça se trouve, fait plus d'efforts que toi. Tu peux pas savoir. Que Dieu qui peut savoir. Donc tu penses que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, déjà tu es à côté de la plaque, déjà tu es arrogant. Ah par contre, si tu penses que tu es meilleur que toi-même avant-hier, t'es arrogant, tu as confiance en toi. Bravo. Et ça, il faut développer. Et ça, il y a un truc qui est génial pour ça, c'est le Cheshbon Nefesh. Vous savez ce que c'est le Cheshbon Nefesh? Ouais. Cheshbon, c'est l'addition, c'est le compte. Nefesh, de mon psyché, de mon âme. Ça veut dire quoi? Et Chaim, il nous enjoigne tous les soirs faire le compte de sa journée. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? On regarde la journée. Allez, quelles sont les choses bien que j'ai fait aujourd'hui? Toutes les choses bien. Il y a un mec qui m'a énervé sur la route, je n'ai pas répondu, je n'ai pas insulté. Super. Mon fils, il m'a fait perdre patience grave, mais je ne me suis pas mis en colère. Et j'ai encore fait ça de bien, et encore ça de bien. Ah, génial, j'ai fait 4 trucs super aujourd'hui. Cheshbon Nefesh, génial. Demain, j'essaierai d'en faire encore plus. Et chaque soir, on se concentre sur tout ce qu'on a fait de bien. On apprend à voir le verre à moitié plein. Le verre, il est toujours à moitié plein et à moitié vide, tout le temps. Ça n'existe pas un verre complètement plein et un verre complètement vide. Si on décide de le voir à moitié plein, on s'enfonce dans le problème de confiance en soi. Si on décide de le voir, c'est une décision, vraiment, c'est une décision de voir tous les côtés positifs de notre vie, tout ce qu'on a fait de bien, tous les efforts qu'on a fournis, pas les résultats, oubliez les résultats, tous les efforts que j'ai fournis pour être un peu meilleur que hier, je vous assure, et je vous en fais la promesse, si vous faites tous les jours l'effort de voir tous les efforts que vous avez fournis, vous allez très rapidement voir les résultats sur la confiance que vous avez en vous, et je vous souhaite une bonne soirée. C'est très important de raconter en François les applaudissements à la fin. Est-ce qu'il y a des questions avant que je filme? Ouais. C'est-à-dire que de faire le Nefesh chaque soir, ça permet de voir les résultats. Non, de voir les efforts, toutes les choses bien que tu as fournies. Ok? Fanny, Myriam. Oh, j'avais pas. Vous avez bon boulot. Ah ouais. Donc chaque cas, ouais. Non mais ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça développe. Non mais dans tous les cas, ça. Ah mais alors là.